Bonsoir à tous, bienvenue dans LFN TV comme tous les lundis soirs sur NATV et sur les différents réseaux sociaux de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. Édition ce soir quasiment intégralement consacrée à l'exploit du week-end, la qualification historique du Pau FC en demi-finale de la Coupe Gambardella. Le club béarnais entré dans l'histoire, c'est une grande première pour les hommes de Mathieu Pérez, le coach qui sera avec nous dans cette émission. Il y aura également une interview du gardien qui a été le héros du match et puis le grand format de la rencontre qui était à vivre sur NATV. On vous donnera également tous les résultats des clubs de Nouvelle-Aquitaine et les conséquences au classement comme on le fait chaque lundi. LFN TV numéro 81, c'est parti. Petite précision avant de débuter cette émission. Non, je ne pleure pas pour la qualification historique du Pau FC, quoique c'était un week-end très émouvant. J'ai eu un petit accident de lentille juste avant le coup d'envoi de cette émission. On va débuter, galanterie oblige, avant de s'intéresser à la qualification historique du Pau FC au foot féminin avec la D1 Arkema. Il y avait ce week-end deux matchs concernant la Nouvelle-Aquitaine de la journée de D1 Arkema. C'était la 16e journée et une 4e défaite malheureusement consécutive pour les Girondins de Bordeaux qui s'inclinent à Guingamp 2-0. Bordeaux qui donc a une nouvelle fois perdu alors que l'ASJ Soyaux s'est contenté d'un match nul à domicile face à Dijon, un but partout. On écoute tout de suite les réactions des deux entraîneurs avec Michel Bradaya, le coach de Soyaux d'un côté et Sébastien Joseph, le coach de Dijon de l'autre côté. Deux entraîneurs interrogés au micro de notre envoyé spécial en Charente, Twami Nassiri. Oui, sur la physionomie du match, effectivement, on a les premières occasions. Même situation et occasion, on ne marque pas. C'est notre problématique depuis mon arrivée au mois d'octobre. On a du mal à concrétiser. Après, on revient au score normalement. On a poussé pour revenir au score et on a des situations à la fin où on aurait pu marquer ce deuxième but pour gagner ce match-là qui était un match extrêmement important pour le maintien. Maintenant, je dirais que c'est le point de l'espoir. C'est le point de l'espoir aujourd'hui, donc il ne faut pas lâcher. Les filles ont été extraordinaires. Moi, je les félicite. Je félicite aussi parce que depuis un mois et demi, on a essayé de trouver une formule pour essayer de trouver quelque chose en plus dans le groupe avant le match de Rodez. Avec un effectif supplémentaire dans le staff, en la personne de Tom Bouvier, pour essayer aussi de trouver peut-être quelque chose qui nous manque. On voit que c'est compliqué malgré tout, donc il faut qu'on s'accroche et on verra la suite. C'est pas fini. Un match nul, oui, contre la Lanterne Rouge, oui, c'est frustrant. On avait pour objectif vraiment de venir prendre les points et de à la fois s'écarter plus sérieusement pour nous de la zone de relégation et voilà, d'essayer d'être dans notre objectif qui était la 8e place. Là, clairement, aujourd'hui, ce n'est pas une bonne opération sur le plan comptable avec la victoire du Havre et de Guingamp. Ça va nous mettre forcément à distance. Voilà, après, si on regarde derrière, on va dire qu'on maintient Soyaux à 6 points et on prend un point sur Rodez. Mais notre objectif, c'était de ne pas regarder derrière, quoi. Les deux entraîneurs de Soyaux et Dijon après ce match nul, un but partout. Vous allez voir les conséquences de cette journée au classement de la D1 Arkema, toujours dominé par l'Olympique lyonnais devant le Paris Saint-Germain. 9 points d'avance pour Paris sur l'autre club parisien, le Paris FC. Et puis concernant les clubs de Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux est désormais 8e avec 18 points. Soyaux est toujours lanterne rouge avec seulement 6 points. Concernant le calendrier, Soyaux va recevoir Reims le 25 mars lors de la 17e journée. Bordeaux recevra le Paris FC. Après le foot féminin, comme promis, la large page consacrée à l'exploit du week-end, celui des jeunes du Pau FC en Coupe Gambardella. Et on file du côté du Noust Camp. Vous l'avez vécu hier en direct sur NATV. Le Pau FC a écrit l'une des plus belles pages de l'histoire du club en se qualifiant pour la première fois en demi-finale de la Coupe Gambardella Crédit Agricole. Le club béarnais qui a sorti l'Olympique lyonnais tenant du titre lors de la terrible séance des tirs au but. Le Pau FC qui est le dernier représentant de la Nouvelle-Aquitaine, mais surtout le dernier représentant du niveau régional puisque Carquefou a été éliminé. Un exploit
monumentale du club béarnais. Si vous avez loupé ce moment d'histoire sur NATV, on vous propose le grand format de cette rencontre avec aux commentaires Nicolas Coute et son consultant Laurent Strelchak, le responsable du centre de formation du Pau FC. C'est l'heure, la grandeur de cette génération Coupe Gambardella ici au Noustecamp cet après-midi avec le délégué de la fédération et l'entrée des joueurs dans ce stade du Noustecamp avec cet arbitre, monsieur Robin Ingrand, qui est en train de rentrer. Charles Gauthier et Julien Robles seront les arbitres. Vous les voyez, ils arrivent de la Ligue d'Occitanie avec là encore un magnifique soleil. Il ne fait pas toujours beau à Pau, mais quand il fait beau, il fait bien beau. Le coup d'envoi de ce choc historique pour le football néo-aquitain. Quart de finale de la Coupe Gambardella. Pau FC, Olympique Lyonnais, ce sont les Rodaniens en coup d'envoi. Ils vont tenter de marquer sur la gauche de votre télévision, ici au Noustecamp. Le coup d'envoi donné par Robin Ingrand, l'arbitre d'Occitanie de ce choc, de l'un de ces 4 chocs. Alors finalement, le coup d'envoi va être donné par les Palois et non par les Rodaniens. Pau, Lyon, c'est parti pour ce choc des quarts de finale de la Coupe Gambardella. Ouais, interception, Marcin qui transmet aussitôt à Copona. Copona, ce ballon avec les Lyonnais à l'angle de la surface de réparation. La frappe et l'ouverture du score. L'ouverture de Chaïb, on le disait, très en vue. 22e minute de jeu. C'est l'Olympique Lyonnais qui ouvre le score. Ouverture du score de la formation rodanienne. Ce qui était un peu logique, Laurent, depuis quelques minutes. Oui, tout à fait. Je pense qu'on a perdu un ballon au milieu du terrain et comme je vous le disais au début du match, un mauvais placement et voilà, ça ne pardonne pas, un bon décalage. Et ce beau centre qui a permis à Chaïb de marquer au deuxième poteau. Et ça fait 1-0. Il ne faut pas abdiquer côté palois, on sait que ça peut être dur. Et monsieur Ingrand renvoie les 22 acteurs au vestiaire sur ce score de 1-0 pour l'OL face au Pau FC. But de Chaïb à la 22e minute. La déception peut-être chez les jeunes joueurs de Mathieu Pérez, l'entraîneur de cette formation. Pau qui, rappelons-le, évolue en Régional 1. Et on revoit ce but à la 22e avec Fureur qui donne ce ballon à Chaïb et qui, de l'intérieur du droit, peut battre facilement le portier Michael Lequelec. Que retenir de cette première période, Laurent? Globalement, c'est ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire une possession du côté de l'Olympique Lyonnais, des Palois vaillants et qui essayent d'exploiter la moindre situation que va pouvoir laisser l'Olympique Lyonnais. Maintenant, il faut qu'on soit un petit peu plus juste dans les transmissions et croire encore un petit peu plus dans nos chances. Il y a eu quelques situations, quelques bonnes situations. Maintenant, on n'a pas réussi à cadrer cette frappe ou à être présent encore un petit peu plus dans ces 16 mètres. Pau, Olympique Lyonnais, quart de finale de la Coupe Gambardella à la mi-temps. Ce sont les Lyonnais qui mènent un 0 but de Chaïb à la 22e minute de jeu. La formation du président Jean-Michel Aulas va tenter de conserver cette avance et des arbitres tout de vert vêtus pour un match de l'OL, c'est un signe. Le coup d'envoi de ce Pau Olympique Lyonnais version deuxième période vient d'être donné par l'arbitre monsieur Ingrand. Allez, il faut continuer, c'est bien quand même ce que font les joueurs du Pau FC. Ouais, un bloc lyonnais qui est difficile à bouger, comme je vous le disais, c'est vraiment bien en place. Ils sont très sérieux, ces Lyonnais. Ils n'ont pas sous-estimé cette équipe paloise. Donc c'est... Diawara. Pour Lequelec. Ndinga, accélération de Ndinga sur ce côté gauche. Ndinga qui va essayer de trouver la boîte avec ce ballon. Second poteau, Joao, la frappe de Touillet. Et c'est le but de Touillet. Et le Pau FC
qui égalise après 64 minutes de jeu. Quel but incroyable, quelle action de jeu. Ndinga, la boîte de Douillet, la mésentente avec le gardien de but de l'OL et son défenseur, on le revoit. Quelle erreur de Joao Justin. Et le but palois, ça fait un but partout. Qui l'eût cru? 65 minutes de jeu, Laurent. Et tout est relancé. C'est vrai que le gardien est sorti, mais il a été un petit peu gêné, je crois, par un de ses partenaires. Il a relâché le ballon et Kevin, qui était à la retombée, a su profiter de cette situation. Et on revoit un petit peu court, Kevin qui est là, qui manque un petit peu sa reprise, mais qui finit malgré tout dans le but. La finition et la sortie hasardeuse du gardien de but lyonnais. Eh bien, les pendules sont remises à l'heure. Un partout, 65 minutes de jeu. Allez, être vigilant jusqu'au bout. Ah, ils sont tous fatigués. Même les Lyonnais qui pourtant ont un tout autre rythme, ils sont morts. Oh là là, le Quélec, ah non, ne pas s'arrêter là-dessus. Et pénalty et carton rouge sans doute. Aïe, aïe, aïe. Au moins le jeune, qu'est-ce que va dire l'arbitre? Ah, Aïe, pourquoi aïe, aïe. Quelle erreur. Pourquoi le Quélec? Quelle erreur. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Quelle erreur! Quelle erreur de Le Quélec! Allez, c'est le moment de montrer qui tu es. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est pas possible. Voilà, 3 minutes, comme le disait le speaker, de temps additionnel. 3 minutes. Mais l'arbitre n'a pas d'autre solution que de siffler un coup de pied de réparation là-dessus. Et c'est finalement dans le temps additionnel que tout va se décider. On s'attendait à la séance des tirs au but. Ils étaient tous morts. Et sur ce fait de jeu, eh bien tout peut chavirer. On le revoit, pénalty logique. Allez, Michael, il faut le sortir celui-là. Allez, il faudrait un coup du hasard. Le Lyonnais va pouvoir exécuter la frappe. Et c'est arrêté! Incroyable! Héroïque! Les Lyonnais qui sont en train d'être dominés, malmenés. L'exutoire palois avec cet arrêt majestueux, incroyable, avec Fureur qui s'est jeté dans la gueule du loup. Le Quélec qui semblait avoir mangé la feuille de match. Et subitement le sauveur, le sauveteur palois. En tout cas, on sent bien que Lourdes n'est pas très loin de Pau. Hein, parce que franchement, quel match incroyable. Des cas de figure indescriptibles. Et c'est fini. La séance des tirs au but entre le Pau FC et l'Olympique Lyonnais. Et la formation de ce coach, cet homme présent à Pau depuis 3 ans, Mathieu Pérez, le petit poussé qui est en train de pousser à la séance de tirs au but le détenteur de ce magnifique trophée dont la finale aura lieu au Stade de France le 29 avril. Le premier tir au but. Allez, on y croit pour le Pau FC face à cette équipe tenante du titre, quadruple vainqueur de la Coupe, Emmanuel Gambardella. Allez, Nolan. Premier tir au but pour Nolan Giraud. Face à lui, Justin Joao. Nolan Giraud, premier coup de pied de réparation et c'est transformé. Un gros quart d'heure avant la fin de cette rencontre. Perret face à Le Quélec. Perret. Oh, la Panenka. En quelque sorte, un partout. Allez, Sacha Ossard. Ossard qui a fait un très bon match aussi. Ossard face à Justin Ossard et le but. Ouais, ça fait 2-1. De Carvalho face à Le Quélec, alors que Monsieur Ingrand lui demande de bien positionner son ballon. Le Quélec qui lui fait signe, il le chambre. Oh, quelle belle détente pourtant de Le Quélec. Il ne faudrait pas qu'en venant titiller, contester, haranguer, tout ce que vous voulez, il en prenne un second dans cette phase des tirs au but. Beau tir Irvan Bocher. de Bocher.
Ça fait 3-2 pour le moment. Diawara. Diawara. Ça fait 3-3. Philippe Ndinga, quatrième tireur palois. Ndinga qui a été excellent tout au long de cette rencontre face à Justin Joao. Ndinga, la concentration du palois. Ndinga, de l'intérieur, et c'est l'arrêt. Aïe, aïe, aïe. Molébé, et l'arrêt. Oh, quel héros! Quel héros incroyable! Quel héros! Quelle ambiance! Quelle folie ici au Noustecamp! Allez, on va croiser les doigts pour la formation du Pau FC. Thibaut Lafargue face à Joao Justin. La concentration de Thibaut Lafargue. Le tir et le but! Quoi qu'il arrive, ils seront à jamais dans l'histoire. Mais l'histoire va peut-être se confirmer. Copona et la qualification! Incroyable! Et le Pau FC qui se qualifie! Incroyable! Quelle ambiance! Et le GIEC qui permet au Pau FC d'aller en demi-finale de la Coupe Gambardella. Majestueux, splendide, fantastique! Le Pau FC, le petit poussé qui cet après-midi, eh bien, bat le tenant du titre. 5 tirs au but à 4. Que d'émotions pour les supporters du Noustecamp avec, vous l'avez vu lors de ce grand format, un scénario totalement dingue. Si moi je dois soigner mon œil, on souhaite un bon rétablissement à la voix et aux organes vocaux de Nicolas Coust qui aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, n'a fait que manger du miel. Le héros du match, c'est le gardien Michael Lequelec, le gardien de cette équipe du Pau FC qui a été absolument fabuleux, même s'il aurait pu être le chat noir après ce pénalty concédé dans les dernières minutes. C'est un homme très heureux que l'on retrouve à l'issue de la rencontre au micro de notre bord-terrain, Florian Sabatier. Alors bonsoir, donc qualification de votre équipe, vous êtes un peu le héros du match avec ce pénalty sorti à quelques minutes. Déjà en premier lieu, est-ce que vous pouvez nous expliquer juste avant le pénalty que vous sortez, comment ça se passe dans votre tête? Parce qu'on sait qu'il y a quand même une lutte assez mentale dans ces moments-là. Déjà pour moi il n'y a pas d'héros, on est une équipe et genre moi si je l'ai fait c'est pas grâce à moi, c'est grâce à eux tous. Et quand j'ai fait une erreur, je savais que j'ai fait une erreur mais je savais que personne m'en voulait. Je savais qu'ils étaient derrière moi, du coup je ne pouvais que me relever. En plus ce genre des erreurs en tant que gardien ça arrive à tout le monde. Vous l'avez vu, Courtois, Alessandre, ça arrive à tout le monde. Ça veut dire genre quand tu fais une erreur, tu peux arrêter. Genre moi de là ils sont venus me parler, ils m'ont remis en confiance, ça m'a donné confiance en moi et je ne pouvais pas les décevoir en fait. Genre pour moi je ne peux pas les décevoir, j'ai fait une erreur, je ne peux que l'arrêter, j'avais pas d'autre choix. Justement, quand vous dites que vous êtes une équipe, on l'a vu notamment sur l'un des pénaltys que vous sortez au tir au but. Il y a 2-3 coéquipiers qui viennent vous voir, vous dire ben, vas-y tu vas sans doute le sortir celui-là encore. Parce que genre moi, déjà faut savoir, les pénaltys on en fait tous les jours. Car on en fait tellement qu'à un moment j'arrive à un point ça m'énerver. Ça veut dire genre ils savent à chaque fois je suis pas loin de l'avoir, 2 fois je suis à côté de l'avoir. Ils savent que bon, moi ils savent pas quoi mais ils savent que je vais l'avoir. Je sais qu'ils comme je le dis ils comptent sur moi et pour moi je peux pas les décevoir. C'est ça. Et justement, vous faites quand même un exploit entre guillemets historique. Déjà, vous battez le tenant du titre, qui avait quand même battu beaucoup d'équipes à l'extérieur depuis le début de cette compétition-là. On a la sensation maintenant, là vous êtes quand même en demi-finale maintenant. On y pense un petit peu quand on est joueur au Stade de France. Mais en fait déjà, il y en a un peu qui ne croient pas en nous. Maintenant je pense qu'ils vont commencer à croire en nous. Mais nous on y croit au Stade de France. C'est notre objectif. Au début on avait un objectif, maintenant on l'a dépassé. Le Stade de France, le prochain objectif. Nous on y croit nous. Même s'il y en a qui ne croient pas en nous, nous on ne doute pas. Genre là déjà, on était les petits poussés. Les gens doutaient de nous, maintenant ils commencent à avoir confiance en nous maintenant. Les gens je pense que maintenant ils commencent à voir que Pau FC, il y a une équipe déjà. Du coup ça fait plaisir. Et pour vraiment terminer, justement, vous aussi, quand on est sur le terrain, est-ce qu'on ressent toute cette atmosphère qu'il y a parce que vous avez eu des supporters qui vous ont poussé, on avait l'impression que c'était limite un match de Ligue 2. Est-ce que pour vous c'était le cas? En vrai, c'est un match, en fait, les supporters, on les entendait pas. Ici, on joue comme une famille. Lyon, ils sont dans un centre de formation. Eux, c'est un peu comme celui qui va signer en pro, en premier, etc. Nous, on est là, on n'a rien à perdre. On est chez nous, on gagne tout le temps ici. On a nos supporters, ils sont venus nombreux. Et voilà, il a sorti 3 pénaux. On ne peut pas le décevoir. Ils viennent là, genre, ça serait triste qu'ils viennent pour rien. Moi, je me dis, déjà, moi, j'habite à Bordeaux.
Genre en mode de mes parents, ils habitent loin. Et je me dis, genre en mode là, je les ai vus là. Du moment où je suis rentré, j'ai croisé leur regard. Je me dis, moi, je ne peux pas les décevoir. Pour moi, ils ne sont pas venus pour rien. Mon frère. Pour moi, ils ne sont pas venus pour rien. C'est ça, c'est pour ça. Je vous explique, ils ont pris l'avion, mais malheureusement, le POFC est là. Donc ils repartent en bus. En avion. Est-ce que je peux faire des dédicaces ou pas? Dédicace à papa, maman, William et Inès, je t'aime. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ils ont fait un très bon match. Je suis là pour. Je suis genre le Mongol, mais ils ont fait un très bon match et merci à eux de nous avoir monté le niveau. Merci à vous, ça fait plaisir. Merci à vous. Merci à vous, c'est gentil. Merci. Encore un grand bravo à l'homme que vous venez d'entendre, Michael Lequelec, le gardien de cette équipe du Pau FC qui a été tout simplement exceptionnel et qui, on l'espère, sera encore fabuleux lors de la demi-finale. Ce sera face à l'AS Monaco, un autre gros morceau après l'Olympique Lyonnais puisque Monaco a gagné 4 fois cette épreuve. Monaco qui a gagné pour la dernière fois en 2016 avec un certain Kylian Mbappé, attaquant du club du Rocher. Les 2 demi-finales, ce sera Clermont Foot 63 face au Stade Rennais et puis Pau face à l'AS Monaco. Match donc programmé le dimanche 9 avril et puis la finale, sait-on jamais, ce sera le samedi 29 avril au Stade de France. Comme d'habitude, enlevé de rideau de la finale de la Coupe de France. Pour continuer de parler de cet exploit, on reçoit dans cette émission d'LFNA TV le coach des U18 du Pau FC, l'homme qui aujourd'hui a forcément le sourire, c'est Mathieu Pérez, l'entraîneur de cette équipe de Gambardella qui a marqué l'histoire. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Benjamin, bonsoir à tous. Vous étiez le dernier représentant de la région Nouvelle-Aquitaine, le dernier représentant aussi avec Carquefou du niveau régional. Est-ce que vous réalisez en ce lundi ou est-ce que vous êtes encore sur votre petit nuage? Honnêtement, je suis encore sur un petit nuage. On a du mal à retomber sur terre. Un superbe après-midi à Pau. Et on vous comprend parce que redescendre du petit nuage après ce scénario totalement dingue, ça doit être compliqué. Vous êtes clairement passé par toutes les émotions. Nous, déjà, en tant que spectateurs, c'était le cas. Alors vous, en tant que coach, on imagine que le cardiomètre a dû exploser. Ouais, je pense que le palpitant, il est monté, il est redescendu, il est remonté. C'était incroyable, ce qui donne encore plus de saveur à cette victoire exceptionnelle et historique. Et ouais, comme vous venez de dire, un scénario Hitchcock à la Hitchcock. C'est incroyable. Incroyable. Et dans ce scénario à la Hitchcock, il y a en plus ce but rapidement encaissé après 20 minutes de jeu face à une formation qui est tenante du titre, qui est habituée de cette compétition et a brillé dans cette Coupe Gambardella. Ça vous a fait douter là, ce but rapidement encaissé ou pas? Ouais, franchement, en plus, on avait étudié Lyon et son jeu. On savait très bien qu'il se nourrissait des erreurs avec une très grosse, très fort sur les transitions. Et ben, le but en est la preuve. On était prévenus, mais bon, voilà, on a fait une erreur et on a été punis. Et honnêtement, ouais, jusqu'à la mi-temps, la première mi-temps, on n'a pas été trop acteurs. Et je pensais que ça allait être compliqué, mais bon, à la mi-temps, on a discuté. On a su trouver les mots, on a parlé avec les joueurs, comment ils se sentaient, on a changé 2 ou 3 choses. Et puis, la deuxième mi-temps, ben, ils ont été, pour le coup, acteurs et ils ont fait une très très bonne seconde mi-temps. Ils ont vécu le moment, ils ont joué et puis ils ont été récompensés. Et parmi le scénario de souffrance que vous avez vécu sur le banc, il y a cette fin de match. Alors là, c'est totalement incroyable parce que votre gardien passe du héros malheureux au héros heureux avec ce penalty concédé dans les toutes dernières minutes. Là encore, quand on est coach, ça doit être horrible à vivre avant certes la délivrance, mais sur le moment, ça devait être horrible. Ouais, tout à fait. Alors, Michael, on sait qu'il a, un gardien, on sait qu'il a toujours de la petite folie, on le connaît, on le sait. Mais là, je voyais déjà le ballon repartir loin, puis je sais pas ce qui est passé dans sa tête. Mais voilà, après, il a assumé son erreur. Du coup, comme vous l'avez dit, passer du héros malheureux au héros avec un grand H, avec ce penalty arrêté dans les arrêts de jeu, et puis derrière sur la séance des tirs au but, où il sort 2 tirs au but lyonnais qui permet à l'équipe de se qualifier pour les demi-finales. On va le défendre un petit peu, coach, mais la passe en retrait, c'était pas un cadeau non plus. C'est vrai. C'est comme ça, c'est un fait de jeu. Mais cette fois-ci, les planètes étaient alignées, c'est le foot. Et j'espère que généralement mon groupe se sert de leurs erreurs et ils l'ont fait une fois. J'espère qu'ils la feront pas 2 fois. Normalement, ils
ils apprennent vite. Ouais, à cet âge-là, on apprend vite. On va vous poser une question de coach, une question qui fait un petit peu débat en ce moment parce qu'on a entendu pas mal d'entraîneurs ces derniers temps parler de loterie concernant la séance de tir au but. D'autres répondent que pas du tout, ce n'est pas une loterie, ça se travaille et c'est un vrai exercice. Vous êtes dans quel camp, coach? Ouais, moi je dirais plus sur le second, même s'il y a une grande partie de chance, ça reste un geste technique. Après, le plus dur, c'est la gestion des émotions. Et bon, on va pas tout dévoiler, mais c'est des choses qu'on a travaillé avec le staff, avec les joueurs. On a fait dans la semaine une préparation un peu plus spécifique sur certains points, et notamment sur la gestion des émotions. Et ça reste pour moi un geste technique, même si voilà, tirer un penalty en séance le lundi soir ou un dimanche après-midi après 90 minutes de jeu et devant 2500 spectateurs, c'est pas la même, mais ça reste quand même un geste technique, donc je suis plus pour la seconde école. Ouais, tous les entraînements ne se déroulent pas dans un Oostkamp en feu comme ça a été le cas. Je suppose que ça a dû pousser derrière vous, vous aider. C'était incroyable à ce 12e homme palois. Ouais, tout à fait. Bah, nous, on n'est pas habitués. Déjà, en huitième de finale contre Plamennec, il y avait eu un peu plus de 1000 personnes. Le stade était acquis à notre cause. Et là, encore plus, avec le rôle de petit poussé. Voilà, je leur avais dit aux garçons, on a plusieurs alliés. Il y a le temps et il y a aussi forcément ce 12e homme, comme vous venez de dire, et qui a poussé les garçons. Ils ont été chercher ce supplément d'âme. Et je leur ai dit qu'ils étaient acquis à leur cause. Et si jamais encore ils avaient du cœur et les 2000, 2500 spectateurs pousseraient encore plus. C'est ce qui s'est passé. Et en plus, avec ce scénario, j'ai eu plein de témoignages et tout le monde était heureux avec ce scénario. Du coup, la fête était vraiment très belle et je pense que les gens qui avaient pris leur billet étaient ravis. Ouais, on a vu beaucoup de sourires, on a vu des spectateurs chauds bouillants et puis l'aventure est loin d'être terminée. On va faire un mauvais jeu de mots, Mathieu, mais il vous reste encore un rocher à gravir, l'AS Monaco, un rocher d'une taille importante parce que c'est comme Lyon, un club qui a gagné la Gambardella à de multiples reprises et qui a l'habitude de former les meilleurs joueurs, notamment des joueurs qui vont après en équipe de France. Ça va être un rocher énorme pour vous. Ouais, tout à fait. Comme je l'ai dit aux garçons, on avait un premier call hors catégorie avec Lyon. Puis on savait que si on avait la chance de passer, on en aurait un second, que ce soit Nantes ou Monaco. Ça fait partie des références sur la formation française. Donc oui, comme on l'a dit, un rocher, un call hors catégorie. On va se préparer tranquillement, sereinement. Et avant ça, il y a des échéances avec le championnat. Donc on va revenir à notre quotidien aussi. Mais en tout cas, je félicite encore mon groupe pour ce superbe match qu'ils ont fait. Et la petite chance, si on doit se ranger du côté des optimistes, parce qu'on va être un petit peu chauvin sur ce coup-là, c'est que les meilleurs éléments, ou presque, de la formation monégasque sont déjà avec les pros. On pense notamment à Elias Benseguir. Heureusement qu'il sera avec les pros et pas contre vous, Mathieu. Ouais, tout à fait. Ouais. Pour Lyon aussi, ils avaient de 2005. Il y en a un qui est rentré, j'ai plus son nom de famille, là, qui est rentré contre Lille le vendredi soir. Oui, on a Ben Seguir qui est peut-être le futur Mbappé, en tout cas, enfin, on saura dans l'avenir. Mais oui, oui. Mais quoi qu'il arrive, ça va rester très très fort individuellement. Et on va se préparer tranquillement, on va regarder quelques matchs. Et puis on va analyser tout ça sereinement. Racontez-nous, Mathieu, pour finir, comment ça se passe là au sein du club après un tel week-end? Parce qu'il y a la qualification en demi-finale, qualification historique. On le rappelle, c'est la première fois que Pau se qualifie pour le dernier carré de la Gambardella. Et puis il y a la victoire cruciale, ultra importante de l'équipe Fagnon contre Niort, là, dans le duel néo-aquitain pour le maintien. Ça doit être un week-end exceptionnel, là. Il doit y avoir des sourires de partout du côté de Pau. Ah ouais, là c'est sûr que entre samedi soir et plus dimanche, là c'est clair que au sein du club, les sourires je perds mon mot. Il y a beaucoup de sourires, pardon, excusez-moi. Et la Ligue 2 a gagné contre Niort, donc ça redonne du baume au cœur. Nous avec la Gambardella aussi, le président qui est venu nous féliciter. Et les voyants sont verts. Il faut que ça reste au vert. Le chemin est long que ce soit pour la Ligue 2. Ils ont un match important dès le week-end prochain à Dijon. Nous, si on veut continuer à bien travailler au sein de la formation, ça passera par forcément un maintien de la Ligue 2. C'est la locomotive.
Donc on espère que les hommes du coach Tolo vont accrocher ce maintien. Puis nous, au niveau de l'académie, on va continuer à travailler et on voit que si on travaille, si on est sérieux, on est récompensé. Donc oui, les sourires étaient au beau fixe près du Noost Camp pendant ce week-end et on espère qu'il y aura encore beaucoup de sourires jusqu'à la fin de saison. Vous êtes comme moi, Mathieu, vous avez la barbe naissante, la barbe un peu travaillée, mais désormais, quand vous allez vous raser, vous allez penser au 29 avril et à la possibilité incroyable de pouvoir, pourquoi pas, fouler la pelouse du Stade de France avec vos petits Palois. Honnêtement, on serait bête de pas rêver. On est à un match, on reste humble, on va bosser, mais bien sûr on peut y penser comme les 3 autres équipes. On y est, on a le droit d'y penser, on a le droit de rêver, mais surtout rester humble, bosser, puis prendre le match au sérieux, puis après, on verra ce que le destin nous réserve. Si les planètes sont alignées, il n'y a pas de raison. En tout cas, on sera à fond derrière vous. Mathieu, on vous félicite une nouvelle fois et on vous remercie d'avoir pris un petit peu de temps pour nous répondre parce qu'on suppose que vous devez être sollicité, voire harcelé par les messages et les sollicitations. Merci beaucoup, Mathieu. Ouais, merci à vous, merci à tous et à bientôt. Merci beaucoup. Et après cette interview de Mathieu Pérez, le coach des U18 du Pau FC, on va continuer de parler du club béarnais puisque c'est tout de suite la page Ligue 2 et vous allez le voir, Pau a réalisé une très belle opération ce week-end. Il y avait en effet la 27e journée de Ligue 2 BKT et c'était un duel 100% Nouvelle-Aquitaine qui va nous intéresser avec Pau face à Niort, un match crucial dans la lutte pour le maintien et vous le voyez en infographie, Pau s'est imposé 1-0 grâce à un but de Quentin Boigard à la 12e minute. De son côté, Bordeaux était en déplacement à Bonal pour un choc du haut de tableau, cette fois face à Sochaux, le deuxième contre le troisième, score final, un but partout. Conséquence de cette journée au classement, vous allez le voir, grâce à Paul Maison-Rognaud, Le Havre est toujours en tête avec 8 points d'avance désormais sur Bordeaux. Sochaux est en embuscade à la 3e place et puis dans le bas de tableau, très belle opération de Pau qui s'éloigne des places de relégable, même s'il y a encore seulement 2 points d'avance sur Rodez. Niort est toujours lanterne rouge, Niort 20e avec 23 points du côté de la Ligue 2. Donc le suspense reste entier. Après la Ligue 2, on passe au National 2. Il y avait un seul match ce week-end, c'était un match en retard dans le groupe D de National 2 de la 13e journée. C'est Chamalières qui a effectué une belle opération en s'imposant face à Vierzon, la lanterne rouge sur le score de 2-1. Chamalières qui en profite pour réaliser une belle opération au classement qui va s'afficher sous vos yeux avec toujours Vendée-les-Herbiers en tête devant Gol FC. Ça se joue aux confrontations directes. 3e Bergerac-Périgord, 4e Saumur. Chamalières, je vous le disais, passe à la 6e place devant la réserve de Lorient et la réserve d'Angers. Trélissac est 9e. Le club du Stade Bordelais est toujours en difficulté. Bordeaux 15e avec 20 points, 6 points devant la lanterne rouge Vierzon. Concernant le calendrier, la 21e journée aura lieu ce week-end dans ce groupe D de National 2. Concernant les clubs de Nouvelle-Aquitaine, Trélissac se rendra samedi à 18h sur le terrain de l'Olympique Saumur FC. Toujours à la même heure, le Stade Bordelais accueillera Angoulême dans un duel 100% néo-aquitain et puis Bergerac-Périgord va recevoir la réserve du SCO Angers, des matchs que vous suivrez comme d'habitude. C'est le cas chaque week-end désormais en multiplex sur l'antenne de NATV. On passe maintenant au National 3. Là aussi, il y avait un seul match ce week-end. C'était un match en retard du groupe A, match en retard de la 14e journée, précisément une rencontre entre l'ES Guérétoise et l'Aviron Bayonnais. Score final, un but partout entre les deux équipes. Conséquence au classement de cette formule de National 3. Toujours le FC Libourne en tête avec 3 points d'avance sur l'US Chauvigny. Les Jeunets d'Anglet sont 3e devant la réserve des Girondins de Bordeaux. La réserve de Pau est 5e avec 28 points devant
Châtellerault, le stade Poitevin, l'US Lège-Cap-Ferré, la réserve des Chamois-Niortais. L'Aviron Bayonnais est désormais 10e avec 2 points d'avance sur Porte-Entre-deux-Mers. Le CA Neuville est 12e. L'US Guérétoise compte désormais 10 points avec ce match nul et se retrouve à 7 points du 12e, le CA Neuville. Et puis la Lanterne Rouge, c'est bien évidemment toujours le Stade Montois qui compte 5 petits points au compteur. Le calendrier maintenant de la 18e journée qui aura lieu ce week-end avec le match entre Châtellerault et l'Aviron Bayonnais FC, le FC Libourne face à la réserve du Pau FC, le CA Neuville contre l'ES Guérétoise, les Genêts d'Anglet contre la réserve des Girondins de Bordeaux, l'US Lège-Cap-Ferré face à un autre US, l'US Chauvigny, le Stade Poitevin en déplacement sur le terrain du Stade Montois et puis Porte-Entre-deux-Mers qui sera opposé à la réserve des Chamois-Niortais. Après le National 3, on passe au Régional 2. Et nous nous sommes intéressés ce week-end à la rencontre de la 16e journée de R2 entre le FC Saint-André de Cubzac et la réserve du FC Libourne. Un match qui vous est résumé par notre correspondant en Gironde, monsieur Florian Sabatier. Début de cette rencontre de Régional 2 entre Saint-André de Cubzac et la réserve de Libourne. Après un long round d'observation, ce sont les Libournais qui se mettent en évidence avec une frappe lointaine qui ne donne rien. Les visiteurs continuent d'insister côté gauche et suite à un bon mouvement, un attaquant est trouvé dans la surface, mais l'arbitre siffle une position illicite. Les hommes de Glenn Farouja ne sont pas loin d'ouvrir la marque sur une frappe de Malang Sané, mais le montant est trouvé avant que le gardien ne se saisisse du cuir. Sur un nouveau corner, Libourne n'est pas loin d'ouvrir la marque, mais il faut un sacré réflexe d'Anthony Scribe pour garder sa cage inviolée. Fin de la première mi-temps sur un score nul et vierge de 0-0. Au retour des vestiaires, Libourne met les mêmes ingrédients et intensifie ses efforts. Sur un centre en retrait, Jules Desplat ne parvient pas à trouver le cadre. À force d'insister, Hamza Bouradja réalise une superbe roulette avant de décaler son partenaire qui s'infiltre et centre pour Jules Desplat qui, cette fois-ci, trouve le chemin défilé, 1-0. Dans les dernières minutes de la partie, Saint-André de Cubzac trouve Nolan Birolet qui se défait de son adversaire et tente une frappe bien repoussée par le portier adverse. Fin de cette rencontre et c'est le FC Libourne qui s'impose 1-0 sur la pelouse de Saint-André de Cubzac. On va pas se le cacher, tout d'abord c'est le maintien parce que c'est très serré en termes de points avec toutes les équipes. C'est d'abord le maintien. Et si éventuellement ça se présente à nous, qu'on arrive à avoir des victoires par la suite, si ça se présente à nous pour éventuellement jouer la montée, ben, pourquoi pas. Mais on ne se met pas de pression supplémentaire, c'est pas à tout prix la montée. Mais si ça se présente à nous, pourquoi pas. Voilà. Bon, je pense qu'on n'a pas été ridicule. Après, les petits détails, c'est les petits centièmes de seconde qu'on perdait et qu'eux gagnaient sur leur prise de balle, sur leurs enchaînements, sur leurs mouvements. Donc, on a été un peu en retard tout le match. Donc, au final, voilà, ça s'est joué à pas grand-chose. Je pense qu'on n'était pas non plus à la rue. Mais au final, la différence sur certains postes se faisait quand même sentir. Et voilà, comme sur le but, voilà, on est tous en place, tout le monde est prêt à intervenir. Mais le petit centième de seconde, la petite touche très bien effectuée. Puis derrière, il y a de la qualité. Donc voilà. C'était un résumé signé Florian Sabatier. On va retrouver dans un instant Florian Sabatier, mais cette fois sur les parquets de futsal. Avec tout d'abord la 16e journée de Régional 1 de futsal, le leader du classement, la J Aulnay, qui était en déplacement vendredi sur le parquet des Coqs Rouges de Bordeaux. Une rencontre qui vous est résumée par notre correspondant en Gironde, Florian Sabatier.
Début de cette rencontre de Régional 1 Futsal entre les Coqs Rouges et l'AJ Aulnay. Pas de ronde d'observation pour les visiteurs qui se mettent rapidement en évidence avec Frédéric Belay qui déclenche une frappe puissante qui ne laisse aucune chance au gardien adverse. 1-0. La JA continue son bonhomme de chemin et sur coup franc, Axel Bousset réalise une superbe parade. Les Coqs Rouges vont tenter de réagir mais Geoffrey Dubois veille au grain. Par la suite, Maxence Delage parvient à s'infiltrer et frapper encore une fois. Dubois effleure le ballon pour garder sa cage inviolée. Toujours Delage plus éloigné, mais le gardien d'Aulnay capte en 2 temps. Fin de ce premier acte où Aulnay mène par un but d'écart. Au retour des vestiaires, les Coqs Rouges continuent sur leur belle lancée et sollicité une nouvelle fois. Dubois réalise un bel arrêt. Dans la foulée, sur une touche rapide, Fabien Populus s'amène bien le ballon avant de frapper et de venir égaliser pour les siens. Mais Aulnay connaît l'importance de la rencontre avec la victoire de Saint-Médard. Ils insistent sur un jeu bien huilé, mais la frappe de Dubois trouve les gants de son vis-à-vis. Les visiteurs poussent sur une superbe intelligence de jeu. Il faut l'anticipation de l'ultime rempart pour enrayer la situation. Sur corner, une nouvelle fois, Aulnay n'est pas loin du 2-1, mais Axel Bossé est sauvé par son poteau. Kevin Santa va s'essayer lui, mais il en faut un peu plus pour tromper le gardien des Coqs Rouges. Bien décalé côté gauche, Maxence Delage sollicite Dubois et derrière, Aulnay parvient à s'en sortir. En fin de rencontre, Marvin Martin commet une vilaine faute et l'arbitre n'aura que d'autres choix de sortir un deuxième avertissement, synonyme de carton rouge. Malgré tout, les Coqs Rouges tiennent jusqu'au bout pour obtenir un précieux point face au leader. Fin de la rencontre et les deux équipes se quittent sur un score de 1 but partout. C'est une satisfaction. On abordait le match sans pression, on sortait d'une bonne série d'invincibilité. L'objectif c'était quand même de gagner, peu importe. Nous on joue tous les matchs pour les gagner désormais. Bon, ça reste quand même un bon point obtenu face aux leaders qui n'arrêtent pas de gagner justement. Donc c'est quand même un point satisfaisant et puis je pense que c'est un point équitable surtout, compte tenu de la physionomie du match, je pense. Non, c'est aujourd'hui, oui, effectivement, on est déçus parce que je pense qu'on méritait mieux. Aujourd'hui, on peut s'en prendre qu'à nous. Voilà, on prend un point. C'est pas une défaite, c'est quelque chose qui peut nous faire que rebondir là, aller à cette période de l'année, par rapport aussi au classement actuel. Donc voilà, on savait très bien que c'était compliqué. C'est en face une belle équipe qui défend très bien. Donc félicitations aussi à eux pour avoir su faire ça. Mais non, maintenant, on a trop d'occasions loupées. Trop d'occasions. C'était un résumé signé Florian Sabatier. Sachez qu'au classement, Aulnay reste leader avec 5 points d'avance sur Saint-Médard, balle au pied. Cette émission d'LFNA TV numéro 81 est désormais terminée. Je vais pouvoir aller sécher mes larmes et me soigner. Je remercie Paul Maison-Regnault à la réalisation de cette émission. Merci à l'édition, à mes deux complices, Florian Sabatier et Toimi Nassiri. Merci à Nicolas Coute qui vous a commenté avec passion la rencontre qui était en grand format aujourd'hui entre le Pau FC et l'Olympique Lyonnais. Rencontre de Gambardella que vous allez pouvoir revivre dans un instant sur NATV. On va vous proposer la rediffusion de ce moment d'histoire des jeunes du Pau FC. On se retrouve quant à nous lundi prochain pour le numéro 82 d'LFNA TV. D'ici là, n'hésitez pas à partager cette émission sur les réseaux sociaux et surtout à la commenter. Je vous souhaite une très bonne soirée et n'oubliez pas, le football, qu'il soit professionnel ou amateur, ça reste un jeu.